Salut à tous. Coup de tonnerre dans la NBA. On l'attendait depuis très longtemps et ça y est, c'est tombé, c'est officiel. Kyrie Irving a été échangé aux Celtics. Kyrie Irving, c'est tombé la nuit dernière, a donc été échangé aux Celtics, pour faire simple, en échange d'Isaiah Thomas. Plus que jamais, on aura vécu, et on est en train de vivre, une intersaison 2017 de folie. Si vous avez dit que Kyrie Irving serait envoyé vers l'un des plus gros rivals des Cavs, que Thomas, avec son extraordinaire rapport qualité-prix la saison prochaine, et lui qui sortait d'une saison formidable du côté des Celtics, si vous aviez dit que Thomas serait échangé, serait poussé vers la sortie par cette équipe des Celtics, mais personne n'y aurait cru. J'étais le premier à ne pas du tout croire en un scénario d'échange entre Kyrie Irving et Isaiah Thomas, parce que c'était complètement improbable, et je suis tombé dans mon propre piège, où je n'arrête pas de vous dire que dans la NBA moderne, s'il y a bien une chose dont il faut se garder, c'est d'avoir des certitudes, et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Les choses les plus improbables deviennent réalité. Pour la petite anecdote, ça s'est reporté par ESPN, c'est la première fois dans l'histoire de la NBA que deux joueurs qui se sont rencontrés en finale ou en finale de conférence se retrouvaient échangés l'un contre l'autre, et c'est la première fois dans l'histoire de la NBA que deux joueurs à plus de 25 points par match la saison passée sont échangés l'un contre l'autre durant une intersaison. Et puis la petite anecdote rigolote, c'est qu'on a le premier choix de draft 2011 échangé contre le 60e et dernier choix de cette même draft 2011. Bref, vent de folie totale sur la NBA, et bien entendu, je vais vous proposer une petite vidéo d'analyse sur ce trade pour essayer de comprendre toutes les imbrications qui ont mené à cet échange, les avantages, les inconvénients pour les deux équipes. Bref, tout ça passé au crible dans le détail, c'est parti. Donc dans les faits, on a Kyrie Irving qui quitte les Cavs, direction les Celtics, en échange de Isaiah Thomas, Jay Crowder, Ante Zizic, le rookie intérieur des Celtics, et le futur premier tour de draft des Brooklyn Nets de 2018. Donc un très très gros package proposé par les Celtics en échange de Kyrie Irving. Je vous propose qu'on analyse ça étape par étape, en commençant par les causes qui ont conduit à cet échange. Évidemment, Irving voulait partir, il l'avait annoncé il y a un petit peu plus d'un mois. Donc les Cavs étaient vendeurs. Mais face à un dilemme, est-ce qu'on monte un trade pour se renforcer à court terme? Donc on essaye de perdre Irving pour récupérer un joueur du même calibre que lui, on raisonne vraiment à court terme. Est-ce qu'au contraire, on commence à raisonner à long terme en échangeant Irving contre des tours de draft ou contre des jeunes joueurs qui ne sont pas encore au même niveau, mais qui, supposons-le, dans quelques années seront plus forts? Ou bien est-ce qu'on essaye de trouver un mix des deux, ce qui est encore plus compliqué? C'est vraisemblablement vers cette troisième option que se dirigeait cette équipe des Cavs, avec plein de problématiques extrasportives en tête. 70 millions de taxes de luxe payées en 2017-2018, pratiquement 200 millions de dollars en cumulé, rendez-vous compte, record absolu dans l'histoire de la NBA, 200 millions de dollars en cumulé entre les salaires des joueurs plus la taxe de luxe. Cleveland avait déjà perdu de l'argent l'année dernière, pratiquement 40 millions de dollars de pertes l'année dernière, avec une taxe de luxe seulement à 20 millions. Donc je vous laisse imaginer à 70 millions ce que ça représentait comme déficit dans les caisses des Cavs. Bref, une situation financière intenable. Et on était condamné à l'intersaison prochaine côté Cleveland à monter des trades pour dégraisser la masse salariale, parce que ça allait en s'empirant. Un avenir incertain. Il reste une année garantie sur le contrat de LeBron James et une année en option.
Et beaucoup de rumeurs courent sur un hypothétique départ de LeBron James à l'été 2018 des Cavs, donc vraiment un avenir incertain, parce que Cleveland sans LeBron James, et bien entendu, ça n'est absolument plus l'équipe en capacité d'aller jouer le titre. Et puis, dans cette hypothèse d'un départ de James, quel jeune talent pour l'après, qui va reprendre le flambeau. Est-ce que Kyrie Irving aurait pu être ce franchise player? Il n'a pas voulu l'être, il ne veut pas l'être, donc qui pour l'être? Ça ne sera pas Kevin Love, ça ne sera pas J.R. Smith, donc comment on fait pour gérer un hypothétique après? Bref, beaucoup de questions, assez peu de réponses du côté des Cavs, beaucoup d'incertitudes, c'est pour ça que cette intersaison de Cleveland, elle était passionnante à suivre, et jusque-là, elle était complètement ratée. Tous les coups qu'espérait monter cette équipe des Cavs s'était avéré complètement foireux. Ils n'ont pas eu Jimmy Butler, ils n'ont pas eu Paul George. Bref, on était en train de partir à la dérive côté Cavs. On avait quand même récupéré Derrick Rose pour le salaire minimum, ce qui était une super opération, mais au-delà de ça, on partait un petit peu à la dérive. Donc ce trade, il permet quoi à cette équipe des Cavs? Eh bien, ce trade permet de récupérer un joueur calibre All-NBA, un super meneur, un meneur All-Star, en contrepartie de Kyrie Irving. Donc on est sur un gagné pour un perdu. Donc on est complètement encore dans une logique de gagner maintenant, de win now. Isaiah Thomas, qui était All-NBA second team la saison passée, qui avait le deuxième meilleur offensive box score plus-minus de la ligue, derrière Westbrook et devant des James Harden, des Steph Curry, ou des LeBron James, des Kawhi Leonard, pour vraiment ne citer que l'élite de la NBA. On a un petit Thomas qui retrouve un vieux copain, Kevin Love, du côté du nord-ouest des États-Unis dans leur jeunesse. Donc on a très clairement, pour ce qui est vraiment je perds mon meneur, je récupère un autre meneur, on va rentrer plus dans le détail là-dessus après, mais on a vraiment quelque chose qui match. Donc, on reste dans le win-out côté Cavs, parfait. À côté de ça, on récupère un 3&D guy, un joueur qui peut sanctionner à 3 points et défendre. Un Jay Crowder qui la saison passée était titulaire et tournait pratiquement à 40% de réussite à 3 points. C'est absolument excellent. Et vous voyez qu'il en tentait 5,5 pour 10 tirs tentés. Il était à 55% de fréquence de tirs à 3 points, ce qui est très 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 élevé. Donc c'est un joueur qui tirait beaucoup et qui sanctionnait beaucoup à 3 points. C'est parfait pour les Cleveland Cavaliers qui ont besoin de défense et qui ont un jeu éminemment basé sur le tir extérieur. Donc c'est typiquement le joueur qui s'intègre parfaitement dans le dispositif des Cavs. Au-delà de Zizic, un intérieur vraiment en développement, on récupère surtout un très bon prochain tour de draft qui et le tour de draft des Brooklyn Nets, une équipe des Nets qui s'est un petit peu renforcée, mais qui vraisemblablement fera encore une saison compliquée. Donc potentiellement, on a un très bon tour de draft pour la saison prochaine, pour la prochaine draft de 2018. Et donc un très bon jeune joueur, si Cleveland se débrouille bien, en devenir. Donc en fait, côté Cavs, avec ce trade, on a réussi à jouer sur les 3 tableaux. On a du win now avec Thomas, on a un joueur de calibre vétéran titulaire en plus avec Crowder, donc qui peut apporter de la défense et du tir à 3 points, et on a même en même temps la possibilité d'essayer de se projeter un petit peu dans le futur. Donc 100% gagnant pour cette équipe des Cavs. Et puis il y a un facteur qu'il ne faut absolument pas occulter, c'est que ce trade assainit considérablement les finances de l'équipe, et ce immédiatement. Parce que entre les salaires cumulés de Thomas, Crowder, Zizic et le salaire de Thomas, il y a un décalage d'environ 4 millions de dollars. Le trade est possible parce qu'en NBA, il y a une règle des 120% du montant total plus une somme, ce qui fait que ça peut matcher. Résultat, en économisant 4 millions de salaires, eh bien, in fine, l'équipe des Cavs économise pratiquement 20 millions de dollars sur la taxe de luxe. C'est énorme, c'est absolument énorme. Donc financièrement, c'est également un trade gagnant pour les Cavs qui avaient 78 millions de taxes de luxe la saison prochaine et qui là auront que 59 millions, ça reste énorme, mais c'est une économie qui n'est pas négligeable. Donc cet assainissement de finances
il est vraiment la bienvenue. Et puis, conséquence importante pour cette équipe des Cavs, eh bien on a la possibilité d'appuyer sur le bouton reset dans un an. Si ça se passe mal, si LeBron James s'en va dans un an, eh bien on est complètement en capacité côté Cavs d'appuyer sur le bouton reset et d'entamer une reconstruction. LeBron James n'active pas son option, il s'en va, il signe ailleurs. Isaiah Thomas, finalement signe ailleurs, ne souhaite pas rester aux Cavs. Et on se retrouve avec un bon tour de draft en 2018, un ou deux trades à monter côté Cavs avec pourquoi pas Kevin Love impliqué ou Tristan Thompson ou J.R. Smith, et on fait finalement une saison de transition et on appuie sur le bouton restauration de système et on démarre une reconstruction. C'est un scénario de sortie de crise qu'on n'avait pas forcément la saison passée avec Kyrie Irving qui avait encore des années de contrat. Là, avec potentiellement Thomas et James qui sont free agent en 2018, eh bien, on peut voir venir côté Cavs. Et si ça se passe très bien, on conserve les deux. Si ça se passe mal, peut-être qu'on perd James, mais on conserve quand même Thomas, ou on conserve personne. Bref, on a des choix. On n'est pas contraint à une seule voie possible, on a des choix. Et ça, quand vous êtes general manager, avoir le choix, c'est un luxe. Et ce choix-là, maintenant, l'équipe des Cavs le possède. Donc, c'est du tout bénef. Les perspectives d'avenir sont un petit peu plus reluisantes. Si on a plus James, plus Thomas, vous me direz c'est la catastrophe. Mais on sera arrivé en fin d'un cycle, donc on entame un autre cycle, on entame une reconstruction, et la masse salariale de l'équipe est à peu près de 78-80 millions, donc on a de la flexibilité pour éventuellement recruter ou redévelopper des jeunes joueurs, bref, il n'y a pas de souci. L'avenir paraît un petit peu plus radieux. Et de toute façon, dites-vous bien que les Cavs, ils ne pouvaient pas continuer dans la voie dans laquelle ils étaient. Parce qu'on ne pouvait pas continuer avec Irving, James, Love, J.R. Smith, Tristan Thompson pendant encore 2 ou 3 saisons, parce que la masse salariale était tellement dégradée que je vois mal Dan Gilbert accepter encore de perdre de l'argent, et là c'est pas des petites sommes, c'est des sommes énormes. Donc de toute façon, il fallait faire quelque chose. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, on a maintenant un petit peu plus de sérénité dans les finances côté Cavs. Vous voyez, on est à 80 millions sur 2019-2020 et éventuellement aussi à 80 millions si on n'a ni James, ni Shumpert, ni Thomas qui sont conservés la saison prochaine. Donc on a potentiellement côté Cavs un 5 avec Thomas, Smith, James, Thompson, Love. Et en sortie de banc, pour regarder les noms majeurs, on a Derrick Rose, Crowder et Kyle Korver. Et finalement, c'est une équipe qui est tout à fait cohérente, qui est tout à fait pertinente et qui n'est en aucun cas affaiblie par le départ de Kyrie Irving. Et c'était l'une des principales craintes des fans des Cavs, c'était on va perdre Irving peut-être contre une contrepartie un peu médiocre, parce qu'en ayant annoncé qu'il voulait partir, sa valeur allait peut-être baisser, et finalement Cleveland allait peut-être vraiment vivre une intersaison de cauchemar. Et bien là, c'est pas le cas, on ressort de cette intersaison malgré tout ce tumulte et malgré toutes ces pérégrinations, on ressort de cette intersaison, somme toute au moins aussi fort que la saison passée. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour cette équipe de Cleveland. Pour les Celtics, on a beaucoup parlé des Cavs, mais pour les Celtics, on récupère l'un des meilleurs meneurs offensifs de la ligue. Vous allez me dire, ils en avaient déjà un. Donc quel est l'intérêt pour cette équipe des Celtics ? Un petit peu comme l'équipe de Cleveland, l'intérêt, il est extra-sportif. Il est extra-sportif, pourquoi ? Parce que Isaiah Thomas allait être free agent à l'issue de la saison prochaine. C'était le meilleur rapport qualité-prix de toute la NBA. Isaiah Thomas, il était 5e dans le vote du MVP, il était payé 6 millions de dollars la saison, donc autant que Jason Tatum qui vient d'arriver. Donc c'était une superbe affaire ce petit Thomas, sauf qu'il allait être free agent. Et au vu de ses performances, il allait demander le contrat max. Donc il allait demander 30 millions la saison, même si Thomas avait annoncé qu'il était peut-être prêt à faire un petit sacrifice financier, il n'allait pas demander 10 quand il pouvait avoir 30, il allait peut-être demander 25 quand il allait avoir 30. Sachant que les finances des Celtics
eh bien, sont déjà quasiment au plafond. Hein. Vous voyez qu'on a 110 millions de masse salariale là avec Irving, mais en gros, on était à peu près à 100 millions avec Thomas, Crowder et Zizic. Donc, on était au plafond du salary cap. Avec la saison prochaine, un Thomas qui revenait à 30 millions la saison, on payait la taxe de luxe, et on se retrouvait dans une situation où on avait peut-être complètement pété nos finances, et on avait assemblé un Big Three, si vous voulez, avec Thomas, Hayward et Horford, qui potentiellement ne nous permettait pas d'aller chercher le titre, ou qui ne nous permettait pas de sortir de l'Est pour jouer la finale NBA. Et ça, c'était problématique, parce que dès lors que vous montez une équipe, vous avez complètement pété vos finances et vous ne gagnez pas de match, eh bien, c'est compliqué de sortir de cette voie de garage pour essayer de rester compétitif en montant des trades. Donc, c'était vraiment... Il y avait une forme d'instabilité sur l'année prochaine du côté des Celtics. Thomas aurait pu aller signer ailleurs, il était agent libre non restreint. Thomas aurait pu effectivement avoir une prétention salariale vraiment très 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 élevée qui aurait fait peur aux Celtics si la saison prochaine s'était pas très très bien passée. On se retrouvait avec un Thomas qui potentiellement pouvait quitter Boston sans rien, ou on se serait retrouvé dans un scénario inverse avec des Celtics qui auraient misé énormément d'argent sur Thomas, avec potentiellement le risque que ce joueur-là ne soit pas le franchise player qui puisse emmener l'équipe plus loin, qui puisse emmener l'équipe vers le titre. Donc il y avait beaucoup d'instabilité à moyen terme dans cette équipe des Celtics. Là, en récupérant Irving, certes ils ont un joueur qui est beaucoup plus cher payé que Thomas, mais il est à 20 millions de dollars la saison, ce qui, au vu de sa production actuelle, paraît, même s'il faut relativiser, les montants sont colossaux, mais c'est une rémunération qui paraît cohérente avec les salaires maintenant qui ont explosé dans la NBA. Donc ça reste une affaire tout à fait correcte. Dites-vous que c'est moins qu'un Oladipo, en titre de comparaison. C'est moins qu'un Jrue Holiday qui a signé pour 25 millions. Donc c'est un bon package, une bonne rémunération pour un joueur du calibre de Kyrie Irving. Et surtout, on est assuré d'avoir Kyrie Irving sur les 2 prochaines années. Après, il a une 3e année en option joueur, mais vraisemblablement, il ne l'activera pas. Donc, on a sur 2017-2018 et 2018-2019, un noyau dur de joueurs avec Irving, Horford, Hayward, plus Jason Tatum, plus Jaylen Brown. Ce noyau dur de joueurs est là et reste là. Et ça, c'est très important, parce qu'on peut utiliser la saison 2017-2018 comme une saison test. On voit ce que ça donne. Si ça marche bien, on continue. Si jamais ça marche pas, on peut éventuellement réutiliser un de ces 3 joueurs comme une monnaie d'échange et rebondir sur la saison prochaine. Mais on peut voir venir. Et on n'est pas dans la situation qu'on avait du côté des Celtics avec Thomas, où on n'a qu'une année finalement pour jauger un petit peu de tout ça. Une année, c'est court. Ça peut ne pas être suffisant. 80% de l'équipe des Celtics a changé. 2017-2018, ça peut ne pas être suffisant pour monter le groupe qui pourra aller au bout. Là, on se donne au moins 2 ans, ce qui permet déjà de permettre à des Jaylen Brown, des Jason Tatum de monter un petit peu en régime, et puis on teste un petit peu ce que donne Kyrie Irving dans un rôle de franchise player. On teste un petit peu ce que donne le triumvirat Irving, Horford, Hayward. Bref, on se laisse du temps. Et le cœur de l'échange pour les Celtics, il est là. C'est avoir la possibilité, avec un Irving qui a encore 2 années garanties de contrat, de tester un petit peu l'effectif. Il y a évidemment une prise de risque énorme, mais cette intersaison du côté des Celtics, elle a été basée sous le signe des prises de risque. On a dégraissé et on a perdu en profondeur pour accueillir Gordon Hayward. Derrière, on échange un Isaiah Thomas qui était un joueur extrêmement sympathique et prolifique du côté des Celtics. Donc on prend énormément de risques. Mais je pense que Danny Ainge raisonne selon ce bon vieil adage qui ose gagne. Il se dit on prend des risques, ça passe ou ça casse. Mais si on n'avait rien fait, peut-être qu'on aurait pu s'en prendre qu'à nous-mêmes. Donc
on prend des risques, mais au moins on est en capacité de se projeter sur les 2 prochaines années. On a donc un 5 du côté des Celtics avec Irving, Hayward, Brown, Horford et Morris, ou éventuellement Tatum à la place de Brown. Et on a effectivement, du coup, en sortie de banc, eh bien, Tatum, Smart et Baines, pour ne retenir que les joueurs majeurs. Et on a effectivement également quelque chose de tout à fait correct, de tout à fait équilibré, et c'est cohérent. Et on a une équipe avec 3 All-Stars, on a des jeunes joueurs, on a un arrière, un intérieur et un ailier en sortie de banc. Bref, on a une rotation qui est fluide. Il n'y a pas besoin de se tracasser, c'est pas déséquilibré. Donc, globalement, c'est relativement cohérent. Alors vous allez me dire, Irving, Thomas, les 2 joueurs qui sont au cœur de cet échange, comparés eh bien, l'un face à l'autre, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y en a un meilleur que l'autre? Est-ce qu'il y a une équipe qui est plus gagnante qu'une autre dans cet échange? Eh bien, c'est ce qu'on va regarder un petit peu dans le détail en comparant ces 2 joueurs qui, vous allez le voir, ont un profil qui est vraiment très similaire. Commençons, si vous le voulez bien, par le vétéran Thomas, qui sort d'une saison extraordinaire. On le disait, il a été 5e dans le vote du MVP, 29 points par match, 6 passes décisives, 3 rebonds, à plus de 46% au tir, 38% à 3 points, 91% au lancer franc, bref, des stats extrêmement impressionnantes. Si on rentre dans le détail des stats avancées, on est à plus de 26 de PER, en termes d'efficacité, sa meilleure saison en carrière, plus de 62% au tir réel, on a un taux d'usage à 34%, donc un taux d'usage très élevé, mais un taux d'usage de franchise player, de joueur numéro 1 du dispositif d'attaque, 12,5 en win share, donc une énorme capacité à faire gagner son équipe, notamment en attaque, grâce à des énormes qualités d'attaque. Et puis si on regarde l'impact sur la feuille de match, on a plus 8,7 en impact offensif, par contre moins 3,3 en impact défensif. Donc on a clairement un joueur qui est là pour mettre des points, qui est la locomotive d'attaque de l'équipe, mais qui, à contrario, eh bien, est une faiblesse et a des lacunes en défense. Mais les très grosses capacités d'attaque compensent les lacunes défensives, et on a un box score plus-minus positif. Et une value over replacement, donc un indice, comme j'aime l'appeler, d'indispensabilité à pratiquement 5, ce qui est très élevé. Les stats avancées sont vraiment très impressionnantes, et on a un Thomas qui a été un joueur extraordinairement impactant pour les Celtics la saison passée. Au-delà des stats bruts, au-delà de la capacité à noircir la feuille de match, il y a vraiment un réel impact derrière sur le succès de Boston. Direction 82 games avec le simple rating, j'aime bien regarder. Thomas à plus 9,5, ce qui est pareil un chiffre très élevé. Donc une fois de plus, on a la confirmation que Thomas, personne n'en doutait j'imagine, que Thomas est un joueur d'impact. On-court, off-court, sur le terrain, hors du terrain, 117,5 en efficacité offensive pour 100 possessions. Donc très belle qualité d'attaque des Celtics quand Thomas est sur le terrain. Par contre 113 en défense, c'est vraiment faible. Et à contrario, quand il n'est pas sur le terrain, les capacités d'attaque des Celtics dégringolent. Mais inversement, les capacités de défense des Celtics sont catapultées vers l'avant. On a quand même au final un joueur qui fait gagner son équipe, qui apporte quand il est sur le terrain, mais n'occultez pas le fait que défensivement, quand Thomas est sur le terrain, les Celtics sont vraiment faibles. Plusieurs raisons à ça. La première, c'est que c'est un joueur qui a vraiment un petit gabarit, donc il doit systématiquement se retrouver à défendre sur des joueurs plus grands que lui. Ça peut, entre guillemets, être masqué, être maquillé quand vous êtes dans une défense en 1 contre 1, sur un vis-à-vis direct, mais ça présente quand même des lacunes. Là où c'est vraiment problématique, c'est dès lors que vous êtes dans une défense collective et que vous avez un Thomas qui doit venir aider. Quand un Thomas doit venir aider, ou que ça change en défense et qu'il a un LeBron James en face, eh bien vous comprenez que défensivement, il ne sert plus à rien. Et c'est comme ça que les Celtics sont affaiblis par la présence de Thomas sur le terrain. Mais in fine, ce qui est perdu en défense est gagné en attaque, donc l'impact de Thomas est très bon. Du côté de Kyrie Irving, également, saison remarquable, meilleure saison en carrière, plus de 25 points par match. On est à plus de 47% de réussite au tir, c'est très bien pour un extérieur. Plus de 40% de réussite à 3 points, plus de 90% lancé, 6 passes, 3 rebonds.
ça ressemblerait pas de très très près au stade de Isaiah Thomas, tout ça. On va regarder les stats avancées. On est à 23 de PER, 58% au tir réel. Voyez que dans le taux d'usage du tir à 3 points, on est à 30%, là où Thomas était à 40%. Ça peut sembler paradoxal parce que Irving est un petit peu plus adroit à 3 points que Thomas, mais il utilise un petit peu moins le jeu à 3 points dans son jeu d'attaque. On a un taux d'usage à 31%, donc un petit peu en deçà de celui de Thomas, mais ça reste quand même relativement élevé. On a pratiquement 9 en win share, donc on a un Irving qui fait gagner son équipe des Cavs. On est à plus 5 en offensive box score plus-minus, mais on a un impact défensif négatif à moins 2,3. Au final, les très bonnes qualités d'attaque compensent les lacunes défensives. On a un box score plus-minus positif et une value over replacement à 3, ce qui est très bien. Donc on a un Irving qui a certes un impact un petit peu moins élevé que celui de Thomas, mais qui a un profil vraiment similaire. Un joueur tout pour l'attaque, qui contribue énormément aux qualités offensives de son équipe, mais qui à contrario l'affaiblit un petit peu en défense. 82 Games nous apprend que Irving a un simple rating à plus 7, ce qui est également très 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 élevé. Joueur d'impact, on n'en doutait pas une seule seconde. Et le on-court off-court nous apprend quand il est sur le terrain, Cleveland eh bien, est une véritable locomotive d'attaque, mais est relativement faible en défense. Et à contrario, dès qu'il est sur le banc, eh bien, l'attaque de Cleveland eh bien, perd pratiquement 10 unités, mais la défense se renforce un petit peu. Donc on a vraiment un Irving qui a un profil complètement similaire à celui de Thomas, un meneur offensif qui est un shoot first, qui est d'abord un scoreur, pas spécialement un playmaker, et qui défensivement eh bien, peut être un maillon faible pour son équipe. Alors intéressons-nous maintenant au money time, au clutch statistics, parce que j'aime bien regarder un petit peu ce que font les joueurs dès lors qu'on est dans des fins de match serrés, avec toujours le même scénario, 4e quart-temps en prolongation, moins de 5 minutes à jouer, et plus ou moins 5 points d'écart. Ici vous avez les stats de Thomas, et ici vous avez les stats de Irving. Voyez que les deux joueurs étaient quasiment tout le temps sur le terrain dans ces fins de matchs serrés, et que les Celtics ont joué énormément de matchs serrés la saison passée. Au final, ils s'en sont très très bien sortis, 30 victoires, 13 défaites, avec un Thomas qui a tourné à plus de 55% au tir réel dans ces fins de matchs serrés, donc très belle efficacité offensive dans ces fins de matchs serrés, avec, regardez, un différentiel attaque-défense très 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 favorable aux Celtics. Et puis du côté des Cavs, Irving était aussi quasiment tout le temps sur le terrain dans les fins de match serrés. On a un bilan 17 victoires, 11 défaites, donc on a un petit peu moins joué de matchs serrés, mais on s'en est quand même relativement bien sorti, avec un Irving par contre un petit peu moins efficace, à 44% au tir réel, et un petit peu moins de capacité à provoquer des lancers francs qu'un Thomas. Vous allez me dire, du coup, Thomas est un petit peu plus clutch que Irving. Ah, c'est pas faux, mais il y a un contexte. Il y a un contexte. N'oubliez pas que Thomas, il est coaché par le Mozart du basket, Brad Stevens, qui est pour moi l'un des meilleurs coachs de la ligue dès lors qu'il s'agit de mettre en place un système en sortie de temps mort. Et la capacité des Celtics à extrêmement bien exécuter dans les fins de match serrés, eh bien ça permet de créer des solutions de panier clé en main, des tirs construits, des tirs structurés, et ça maximise vos chances d'être efficace en attaque. Là où côté des Cavs, à contrario, dans les fins de match serrés, c'est hero ball, c'est isolation sur isolation, et on se base sur les exploits individuels de James, de Irving, pour essayer de marquer, et on est d'accord que dans ces conditions-là, il est plus compliqué d'aller trouver de l'efficacité offensive. Donc le contexte tempère un petit peu cet écart d'efficacité dans les fins de match serrés entre les deux joueurs. Donc au final, eh bien, on a un Thomas qui la saison passée a été un petit peu plus impactant. Les stats avancées le montrent, et très clairement, il a beaucoup plus contribué au succès des Celtics que Irving a contribué au succès des Cavs, même si les deux joueurs ont été des joueurs très très importants pour leurs équipes respectives. Par contre, on a un Thomas, attention, qui était le franchise player des Celtics la saison passée. Donc il y avait beaucoup plus de tickets tir en attaque. Et puis on avait un Thomas qui était aussi mieux coaché, mieux encadré.
dans un dispositif des Celtics plus structuré, où eh bien, il était plus à même de se mettre en valeur. Donc le contexte a évidemment également beaucoup joué dans la très très bonne saison de Thomas, et le fait d'être très très bien coaché, eh bien, ça aidera toujours les joueurs, aussi talentueux soient-ils, à se développer. Donc on a à très court terme un Thomas qui est un petit peu plus efficace qu'un Irving. Mais attention, un Irving qui a eu moins de ballons, donc moins l'opportunité de se mettre en avant, même s'il en a eu beaucoup, parce qu'il était un petit peu dans l'ombre d'un LeBron James. Mais c'est à double tranchant, parce qu'il bénéficiait aussi des très bonnes passes de LeBron James, de la focalisation défensive des équipes adverses sur LeBron James. Donc c'est aussi à tempérer, vous voyez, c'est à double tranchant. Mais avec Kyrie Irving, on a un joueur un petit peu plus jeune, et on a, c'est le pari des Celtics, un joueur qui potentiellement a encore ses meilleures années devant lui. C'est-à-dire que Irving a beau être super fort, a beau avoir été déjà champion, déjà plusieurs fois All-Star, déjà All-NBA, déjà titré aux Jeux Olympiques, le meilleur est encore devant lui. C'est le pari des Celtics. Donc, on a d'un côté, à court terme, un Thomas peut-être un petit peu plus fort, mais à moyen terme, un Irving qui sera peut-être un petit peu plus fort. Et au final, vous avez un match nul. C'est là où je veux en venir. Le pari des Celtics, c'est que Irving va être encore plus efficace avec Brad Stevens. Parce que bien encadré, bien coaché, eh bien, le diamant brut qu'est Kyrie Irving, il va être magnifiquement poli, et Brad Stevens va en faire un bijou. Kyrie Irving, dans sa carrière, dites-vous bien qu'il n'a jamais vraiment été bien coaché. Dans ses premières années, coaché par Byron Scott, avec le peu de succès qu'on connaît, et après, il y a la période David Blatt, ça se passe mal, et derrière, il prend Tyronn Lue, qui, au final, est plus un assistant coach qui essaye d'aller dans le sens de LeBron James, qu'un vrai coach qui apporte une structure, quelque chose de très encadré, pour faire briller des joueurs en périphérie de LeBron James. Donc le pari des Celtics, c'est de dire Kyrie Irving, il en a encore beaucoup sur la pédale parce que il n'a pas encore pu jouer pour un coach qui l'a mis en valeur. Avec Brad Stevens, il va être dans un dispositif fluide, il va être dans un dispositif où il va avoir des bons tirs et il va pouvoir encore plus s'épanouir, encore plus se développer. A contrario, le pari des Cavs, c'est que eh bien, la place laissée vacante par Kyrie Irving va être très bien compensée par Isaiah Thomas. Certes, il n'apportera pas de défense, mais il apportera ses capacités de scoring. Il sera servi par LeBron James, il pourra sanctionner à mi-distance à 3 points, et ça sera un gagné pour un perdu. Et puis, à très court terme, on reste compétitif, et puis l'avenir, on verra. C'est pas notre problématique pour l'instant. Nous, côté Cavs, ce qu'on veut, c'est l'année prochaine retrouver les Warriors ou une autre équipe en finale et essayer de jouer le titre. Du côté des Celtics, eh bien, en récupérant un joueur plus jeune qui en a encore sur la pédale, eh bien, c'est se projeter à moyen terme et se dire, Kyrie Irving, ça va devenir le visage de la franchise, et si ça se passe bien, eh bien, pendant 4, 5, 6 ans, il va emmener cette équipe des Celtics vers les sommets, là où Thomas, eh bien, est peut-être déjà maintenant, du haut de ses 27-28 ans à l'apogée de sa carrière, il va commencer à péricliter. Tout ça, c'est des hypothèses, mais c'est des hypothèses qui pèsent dans les décisions des Celtics et des Cavs. Alors, vous allez me dire, jusqu'à présent, Kyrie Irving n'a jamais prouvé qu'en étant un franchise player, il arrivait à faire gagner son équipe. C'est vrai, dès qu'on analyse les stats et la performance des Cavs quand Kyrie Irving est seul sur le terrain et quand LeBron James ne joue pas, eh bien, les performances sont catastrophiques. Et avant que LeBron revienne à Cleveland, eh bien, Cleveland ne gagnait pas de match et Irving avait beau avoir entre guillemets tous les ballons, Cleveland était une franchise aux oubliettes. C'est pas faux, mais je ne pourrais que vous opposer à cette réflexion, eh bien, la problématique que je vous ai exposée précédemment, à savoir par le passé, Kyrie Irving, il était mal coaché. Et en étant mal coaché, en le laissant faire que de l'isolation, en le laissant faire que des choses inefficaces en attaque, eh bien, il a plombé son rendement. Et bien encadré, bien drivé, dans un vrai collectif, peut-être qu'il va développer tout son potentiel. C'est le pari des Celtics. Et évidemment, côté Celtics, cette acquisition, c'est une acquisition à risque. Mais du côté de Danny Ainge, on s'est dit,
Soit on reste dans le statu quo avec Thomas et avec les incertitudes du futur, soit eh bien, on tente quelque chose et on prend des risques, mais des risques qui peuvent être payants. Le pari aussi des Celtics autour de Kyrie Irving, c'est de vraiment utiliser son extraordinaire adresse à mi-distance et à 3 points pour en faire une machine de guerre et pour l'amener encore à un palier supérieur et pourquoi pas à un rendement où il serait aux alentours des 30 points par match. Parce que regardez, la saison passée, sur les catch and shoot, donc les réceptions-tirs, Kyrie Irving, il est pratiquement à 70% de réussite au pourcentage au tir réel. Donc quand il fait des réceptions-tirs, Kyrie Irving, il met un 3 points sur 2 et il est à 50% de réussite dans les tirs à mi-distance. Donc c'est un joueur extraordinairement efficace dans les catch and shoot, dans les renversements et dans les tirs extérieurs. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle pour les Celtics, parce que les Celtics, je vous le rappelle, je vous en avais déjà parlé, c'était la saison passée l'équipe qui produisait le plus de tirs à mi-distance et à 3 points complètement ouverts. Le défenseur à plus de 6 pieds, donc à plus de 2 mètres, c'est considéré comme un tir wide open, un tir complètement ouvert. Et dans 20% du temps, eh bien, c'était un scénario qui était proposé aux Boston Celtics. Première équipe de la NBA en nombre de tirs extérieurs complètement ouverts. Par contre, vous voyez qu'ils étaient seulement en milieu de tableau pour l'efficacité à 3 points sur ces tirs complètement ouverts. Donc on a un paradoxe. On génère beaucoup de tirs ouverts, mais on n'arrive pas à sanctionner derrière sur ces tirs complètement ouverts. Et avec un Kyrie Irving qui est à 50% de réussite à 3 points et 70% au tir réel, et bien côté Celtics, on espère bien capitaliser sur cette capacité à créer des tirs ouverts. Et c'est comme ça qu'on espère renforcer encore les qualités d'attaque de l'équipe et développer encore, pourquoi pas, un Kyrie Irving. Un Kyrie Irving qui apporte aussi des capacités de scoring sur de l'isolation. C'est pas du tout le fonds de commerce des Celtics. Vous voyez que la saison passée, ils le faisaient que 5% du temps, là où les Cavs le faisaient 12%. Mais ils avaient un rendement sur ces séquences en isolation, somme toute moyen. Kyrie Irving va être dans un dispositif plus structuré, donc il va avoir moins d'isolation, et c'est tant mieux, parce que ce ne sont pas des séquences efficaces. Mais souvent, quand une possession, vous savez, ça se passe mal, le système ne se déroule pas comme il faut, c'est bien d'avoir, quand il reste plus que 6 ou 7 secondes sur l'horloge, un joueur qui peut jouer un petit peu le 1 contre 1 et vous apporter un petit peu d'efficacité sur ces séquences où ça cafouille, où c'est du basket. Kyrie Irving pourra apporter ça aux Celtics. Vous allez me dire, ok, tu nous as montré que Kyrie Irving apportait pas mal de choses, mais il me semble qu'il y avait déjà un super meneur offensif la saison passée. Donc est-ce que le départ de l'arrivée de Irving apporte vraiment plus que le départ de Thomas? Eh bien, c'est ce qu'on va regarder dans le détail. Je vais agrandir parce que c'est très petit. Regardez, sur les catch and shoot la saison passée, Thomas le faisait 21% du temps, là où Irving le faisait que 14% du temps. Donc il y avait une sous-utilisation de Irving dans les catch and shoot. Et regardez, je vous le disais, Irving 70%, là où Thomas était à 60% au tir réel, 40% à 3 points, là où Irving était à 50%. Donc il y a très clairement plus d'efficacité dans ces tirs en catch and shoot de Irving par rapport à Thomas. Par contre, du côté des pull-ups, donc ce sont des tirs en sortie de dribble. Je dribble, je efface le défenseur, je tire à mi-distance. Voyez que l'année dernière, Irving le faisait beaucoup, 46% du temps, c'est beaucoup trop. Là où Thomas le faisait que 36% du temps, mais Thomas il était à 54%, là où Irving était à 48%. Donc on avait une aberration, on avait un Irving qui multipliait les séquences où il n'était pas efficace au détriment de séquences où il était efficace. C'est pour ça que je vous dis, l'apport d'un vrai encadrement, d'un vrai coaching, ça peut transformer ce Irving. Aux Celtics de le faire en intelligence, mais avec Brad Stevens, je ne m'inquiète pas. À Irving aussi de jouer en intelligence, de comprendre que surdribbler, monopoliser la balle, ça ne lui servira à rien et ça ne renforcera pas l'équipe. À lui d'essayer d'exister sans ballon, ce qu'il ne faisait absolument pas aux Cavs. Regardez les matchs de Cleveland, dès que Kyrie Irving lâche la balle, il reste immobile, il reste dans le coin, il reste à attendre que le ballon lui revienne dans les mains et il ne se passe rien. C'est pas comme ça qu'on devient un basketteur plus efficace et un meilleur joueur. Donc
Le pari des Celtics, c'est de le renforcer dans ce compartiment-là. Et puis, quand on regarde les paniers tentés à moins de 3 mètres, less than 10 feet, eh bien, on voit que Thomas était à 54% et que Irving est à un tout petit peu plus de 53%. Donc, pour ce qui est d'aller tenter des tirs près du cercle, les deux sont à peu près au même niveau d'efficacité, aux alentours des 40% de tirs tentés en drive. Donc, on retrouve un petit peu des similitudes statistiques dans l'efficacité au tir tout près du cercle. Donc quel est le bilan de ce trade Irving-Thomas, de ce blockbuster encore un de l'été 2017? Eh bien, très fondamentalement, aucune des deux équipes ne comble ces vraies lacunes sportives à court terme via ce trade. Les Celtics, qui avaient des grosses problématiques, notamment de rebond, eh bien, ne combat ces problématiques en accueillant Kyrie Irving. A contrario, les Cavs, qui avaient des grosses problématiques de défense, de rebond également, et de capacité à contester les tirs de l'adversaire tentés très près du cercle, eh bien, c'est pas non plus compensé avec l'arrivée de Isaiah Thomas. Jake Crowder est intéressant. Jake Crowder est vraiment intéressant pour sa capacité à évidemment apporter du stopping défensif, la capacité à prendre le meilleur ailier adverse, ce qui permettra à LeBron James de se reposer un petit peu. Je vous l'avais montré en vidéo la saison passée, même si LeBron James a une étiquette de très bon défenseur, il est souvent pas suffisamment impliqué dans la défense. Ça s'était vu face à la série dernière, des playoffs derniers face aux Pacers, où Paul George sur des sorties d'écran avait complètement disposé de LeBron James, et ça s'est vu en finale un Kevin Durant qui s'en est très très bien sorti dans son opposition directe. Donc Jake Crowder va permettre aux Cavs de finir avec pourquoi pas Thomas, J.R. Smith, Crowder, Love et LeBron James, et effectivement James prend le 4 adverse et c'est un match-up qui est un petit peu plus facile pour lui, il y a moins de mobilité, moins de déplacement, et au final l'équipe se trouve renforcée. Mais in fine, Jay Crowder ne va pas transformer les Cavs, 21e défense de la Ligue la saison passée, en l'une des top 5 défenses de la NBA. D'autant plus que l'arrivée de Thomas va affaiblir encore plus les Cavs sur le poste 1. Donc ce qu'on va gagner un petit peu avec Crowder, on va le perdre un petit peu avec Thomas. Et au final, les vraies lacunes de l'équipe, défense, rebond, stopping défensif, ne sont pas compensées. Et c'est également vrai pour les Celtics. Donc c'est pas fondamentalement à court terme un deal qui sportivement renforce les deux équipes. Dans les deux cas, c'est un gagné pour un perdu. Mais, il y a un mais. Cleveland gagne un stopper défensif en la personne de Jake Crowder, j'en ai parlé. Et ça, l'équipe en avait besoin. Ça amène un petit peu plus de profondeur, ça amène effectivement un joueur avec un profil défensif en sortie de banc, et ça, cette équipe des Cavs en avait cruellement besoin. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis au final, cette équipe des Cavs qui était en train de vivre une intersaison de cauchemar, ressort de ce trade avec le départ de Irving, au moins aussi fort que avant le départ d'Irving. Et ça, c'est très important. Cleveland n'a pas été perdant dans cet échange. Et puis, très important, les Cavs possèdent maintenant un scénario de sortie de crise. On peut se projeter un petit peu dans le futur côté Cavs. Si LeBron s'en va, pourquoi pas, on peut garder Thomas et en faire le franchise player de l'équipe. On a un tour de draft 2018 qui sera bien classé. On peut utiliser ce tour de draft plus Kevin Love ou plus J.R. Smith pour monter un trade, récupérer un autre bon joueur. Bref, on a plein de solutions qui s'offrent à nous qu'on n'avait pas forcément par le passé. On peut aussi décider d'appuyer complètement sur le bouton reset, comme les Atlanta Hawks. Et on dégage LeBron James, on dégage Thomas, et on déstocke en envoyant Love ou J.R. Smith ailleurs, et on repart de zéro avec des tours de draft, on tank, etc. Le scénario de reconstruction classique. Bref, on a des scénarios de sortie de crise côté Cavs, et on a plus de choix qu'on en avait précédemment. Donc à moyen terme, c'est un deal qui est vraiment très 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 intéressant. Du côté des Celtics, on l'a vu, on gagne très 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 légèrement en efficacité offensive en récupérant Irving au détriment de Thomas.
sous réserve encore que Irving s'intègre bien dans le dispositif de Brad Stevens et maximise son efficacité offensive. Mais ça, j'en doute pas une seule seconde. Et tout comme les Cavs, les Celtics, ils sont en capacité de se projeter à moyen terme. Certes, sur 2017-2018, avec l'arrivée de Irving et le départ de Thomas et de Crowder, les Celtics sont pas forcément beaucoup plus forts qu'ils ne l'étaient avant. Ils sont peut-être même un petit peu moins forts. Mais on a une capacité à se projeter à moyen terme. On n'est pas obligé de tout miser sur la saison prochaine, d'être dans un win-now impératif la saison prochaine. On peut très bien utiliser la saison prochaine comme une saison encore de développement, où on intègre Irving, on intègre Hayward, on crée une alchimie avec le Big Three, on intègre Horford, et à côté de ça, on continue à développer Jaylen Brown, on continue à développer Jason Tatum, on continue à développer Marcus Smart, on re-signe Smart, et c'est en 2018-2019, dans une optique où les Cavs ont disparu du radar de la conférence Est, c'est en 2018-2019 que c'est l'année des Celtics, que le groupe il est monté en régime et que là, on va essayer d'aller chercher une place en finale, d'aller chercher le titre. Donc on a une capacité à se projeter à moyen terme qu'on n'avait pas forcément par le passé, où il y avait beaucoup d'incertitudes. Thomas, combien elle allait demander? Est-ce que ça allait marcher? Est-ce que Thomas était le franchise player en capacité de faire gagner l'équipe? Et puis est-ce que c'était raisonnable de donner un contrat max à Thomas, de se projeter avec lui jusqu'à ce qu'il ait 32-33 ans? Est-ce que son niveau d'efficacité allait se maintenir? Avec Irving, on a un petit peu plus de stabilité parce qu'il est là pour les 2 prochaines années. On peut voir ce que ça donne. Et si c'est très concluant, on lui donne le max et c'est un franchise player incontesté. Puis si c'est pas très très concluant, on court-circuite tout ça et on part sur autre chose. Certes, il y a beaucoup de prises de risques. Mais est-ce que si les Celtics avaient gardé Thomas, avaient gardé leur tour de draft et avaient gardé Crowder, ils avaient vraiment un avenir beaucoup plus radieux? Pas convaincu. Et ils avaient qu'une année pour vraiment tester le niveau de tout ça. Et après, il y avait beaucoup d'incertitudes parce qu'il fallait signer Thomas, etc., etc. Donc certes, l'acquisition de Irving, elle se fait à un très 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 gros prix. Irving est payé très 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 cher. Mais les Celtics, ils avaient déjà plein d'ailiers, donc s'ils pouvaient sacrifier quelqu'un, c'était bien Jay Crowder. Les Celtics, ils ont également déjà plein de jeunes joueurs à développer. Smart, Brown, Tatum, même s'ils avaient obtenu un très très bon tour de draft des Celtics en 2018 et s'ils avaient conservé ce jeune joueur, mis à part sur le poste 4, où est-ce qu'ils pouvaient vraiment lui donner du temps de jeu? Vous voyez, les Celtics, ils arrivent à un niveau où récupérer des très bons jeunes joueurs, à un moment, il n'y a plus de place pour les faire jouer. Donc, finalement, pourquoi pas utiliser dès à présent ce tour de draft comme monnaie d'échange? Donc, in fine, sur 2018, on a pour moi un statu quo. C'est-à-dire aucune des deux équipes n'est vraiment plus fort après ce trade qu'avant. C'est une bonne opération pour les Cavs, ça peut être une très bonne opération pour les Celtics, mais en aucun cas on peut affirmer que Cleveland est beaucoup plus fort maintenant ou que les Celtics sont beaucoup plus forts maintenant, ou à contrario, que les Celtics sont beaucoup plus faibles maintenant qu'ils ont perdu Thomas et Crowder. On est pour moi globalement dans le statu quo. Donc c'est pas 2018 qui est intéressant. Et si vous vous posez la question, mais alors qui est le gagnant de ce grand trade? Les deux équipes sont gagnantes. Les deux équipes sont gagnantes, mais pas au même moment. Et c'est ça qui est toute la subtilité de cet échange. Sur la saison prochaine, vraisemblablement les Cavs sont gagnants. Parce qu'en gros, ils perdent Irving pour récupérer Thomas et Crowder. Thomas qui a un impact quasiment similaire à celui de Irving, et un Crowder qui vient renforcer la profondeur de l'équipe et apporter de la défense. Donc sur l'année prochaine, les Cavs semblent être un petit peu plus en capacité de s'en tirer à l'issue de ce trade. Par contre, sur la saison prochaine, 2018-2019, 2019-2020, donc sur une projection d'ici 2-3 ans, bref, sur l'après, les Celtics, ils sont en capacité effectivement d'être les gagnants de ce trade. Parce que si ça se passe très très bien avec Irving, si Tatum continue de se développer, Brown continue de se développer, on a vraiment un noyau dur de jeunes joueurs qui peut dominer dans la conférence Est, là où dès l'été 2018, les Cavs peuvent complètement s'écrouler parce que James s'en va, parce qu'ils ne veulent pas signer Thomas. Donc,
Court terme, Cavs gagnant. Moyen terme, Celtics gagnant. Et dans les deux cas, côté Celtics, côté Cavs, on a des perspectives rassurantes sur l'après. L'après saison 2017-2018 côté Celtics, parce qu'on est sûr de pouvoir assembler le même noyau dur, et si ça s'est bien passé, on sera plus fort dans un an que présentement. Et puis côté Cavs, eh bien, on peut re-signer tout le monde, on peut appuyer sur le bouton reset, on peut reconstruire avec des jeunes joueurs. Bref, on a des scénarios qui sont intéressants. Certes, l'équipe sera détruite, mais au moins elle pourra faire une reconstruction qui aura lieu sur des bases solides. Donc on est dans les deux cas dans une situation à moyen terme qui est un petit peu plus ouverte. Le bilan des Celtics, eh bien, c'est miser sur ce noyau dur-là, le développer, et sur 2017, 2018, 2018, 2019, eh bien, être assuré que, sauf si Danny Ainge en décide autrement, mais que ce noyau dur-là ne sera pas modifié, ne bougera pas. Et puis, côté Cavs, eh bien, au cas où LeBron James nous fasse un bye-bye, eh bien, on peut effectivement aussi rebondir, détruire complètement le groupe, appuyer sur le bouton reset, entamer une reconstruction, ou bien utiliser Thomas comme un franchise player et reconstruire autour de lui, autour du duo Thomas-Kevin Love, plus le prochain tour de draft, ou utiliser ce tour de draft en échange. Bref, on a plein de scénarios possibles. Et c'est la multiplication de ces possibilités qui rend l'avenir des Cavs un petit peu plus serein, un petit peu plus brillant, et on peut très rapidement réassainir les finances de l'équipe. Et ça, c'est très important parce qu'elles étaient tellement dégradées que l'avenir des Cavs financièrement était vraiment inquiétant. Donc on suivra ça de tout près. Il y a évidemment du côté des Celtics énormément de paris, énormément de prises de risques. Du côté des Cavs, on s'en sort extrêmement bien. On a parfaitement réussi la sortie de Kyrie Irving. L'équipe ne s'est pas affaiblie en le perdant et elle s'ouvre des perspectives de futur. Donc que demander de plus pour les Cavs? C'est exactement ce qu'ils espéraient. Rendez-vous le 17 octobre pour la première confrontation entre ces deux équipes, mais ça ne sera pas ce match-là qui sera important. Les équipes ne seront pas prêtes, donc ça ne sera pas le match le plus passionnant. Ce qui sera intéressant, c'est de voir lequel des deux sera le premier en vacances aux Bahamas. Bref, c'est une démarche un petit peu plus longue et c'est dans quelques années qu'on pourra vraiment mesurer, comme souvent, de l'impact de ce trade. D'ici là, bon été et bon match à tous.